Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Donc pas de surprise avec ce PLF 2019. Il s'inscrit dans la stricte continuité du précédent, même si la communication du gouvernement a évolué. On ne vante plus les mérites de la théorie du ruissellement, mais on se revendique du choix du travail. Or, je vais m'employer à le démontrer une fois encore. Donc, après un budget 2018 d'attractivité fiscale de la finance et du capital, vous ne privilégiez en 2019 ni le travail, ni le pouvoir d'achat, ni l'emploi, mais bien encore et toujours les grandes entreprises. Donc, vous persistez dans un choix de politique budgétaire, alors que les preuves de son inefficacité sont légion et que les inégalités se creusent. Entre 2017 et 2018, nous avons été confrontés à une très forte baisse des prélèvements obligatoires, avec un passage de 45,4% à 44% du PIB. Donc, faire payer, comment vous avez réussi à faire cette baisse? En faisant payer moins d'impôts aux ultra-riches pour, selon vous, libérer les énergies des premiers de cordée et de manière à ce que cela ruisselle sur le reste de la population. Ainsi, la suppression de l'ISF a permis aux ultra-riches de gagner 15 000 € par million de capital. Ce sont encore les 10% les plus riches qui ont bénéficié à 2/3 de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Ces derniers vont ainsi profiter d'une aubaine et se rémunérer en dividendes plutôt qu'en salaire. Et cela a représenté un véritable manque à gagner pour l'État. De même, le taux d'imposition sur les sociétés qui va passer de 33% à 25%, permettra de dégager toujours plus de profits, sans contrepartie, ni en termes d'emploi, ni en termes d'investissement. Pourtant, bizarrement, le pouvoir d'achat a baissé de moins 6% depuis début 2018. C'est la plus forte baisse depuis 2012, quand même. Le taux d'épargne des ménages augmente de 0,6 points au 4e trimestre 2017 et la baisse de la consommation des ménages est de 0,39 points au premier trimestre 2018. Alors, je suis allée regarder du côté de la croissance et du taux de chômage, pensant y constater les bénéfices de votre politique. Mais comme je le disais, les chiffres sont têtus. Donc, la croissance estimée à environ 1,8% est plus faible que la croissance de la zone euro. En France, elle s'élève à plus 0,3%, alors que la croissance de la zone euro, hors France, est de plus 0,9 points au premier semestre 2018. Et cela, à 70% en raison de cet écart, 70% de cet écart s'explique précisément par la baisse du pouvoir d'achat que j'évoquais précédemment. Donc le taux de chômage, lui, augmente de 0,2 points au premier trimestre 2018. Notre pays compte 5 621 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, soit un chômage supérieur de 3,4 points à la moyenne des taux de chômage des pays les plus développés. Pareillement, la hausse des prix tend à rattraper la hausse des salaires, faisant ainsi baisser le pouvoir d'achat des ménages, moins 0,4 points sur la même période, et donc reculer leur consommation. La croissance en trouve bien sûr impactée, puisque la consommation représente environ 55% du produit intérieur brut. Je tiens quand même à préciser ici que cette hausse des prix, en plus, n'est pas vertueuse, puisqu'elle n'est pas la suite logique d'hausse de salaire, mais le résultat d'éléments internationaux, soit le cours du baril, ou de la fiscalité nationale, la hausse des taxes sur le tabac, par exemple. Vous n'arrivez même pas à respecter vos sacro-saints traités budgétaires européens. En effet, le Haut Conseil des finances publiques a souligné dans son avis publié fin septembre que les ajustements structurels prévus pour 2018 et 2019 ne sont pas conformes aux règles du bras préventif du pacte de stabilité. Mais les résultats ne pouvaient en être autrement, étant donné que vous persistez dans une politique appliquée depuis maintenant une quinzaine d'années par les gouvernements précédents, auxquels, en tout cas, M. Bruno Le Maire appartenait déjà. Le 24 septembre dernier, disait-il, il s'est fendu d'une tirade sur le caractère novateur de cette politique économique menée par le gouvernement.
Moi, disait-il, je constate que les politiques précédentes n'ont pas permis d'avoir un niveau de croissance élevé, ne nous ont pas permis de sortir de l'endettement massif et ont même accéléré l'endettement massif du pays et ne nous ont pas permis de baisser les impôts. Je pense qu'il est temps d'essayer une politique différente, qui est une politique de l'offre. Je ne sais pas qui, Monsieur le maire, souhaite convaincre avec cette affirmation, puisque lui-même et certains de ses amis appliquaient une politique, la même, visant à améliorer la compétitivité des entreprises, qui est une autre manière de parler de la politique de l'offre, au sein du gouvernement Fillon en 2008. Doit-on également rappeler que l'actuel président de la République était ministre de l'économie et des finances pendant le quinquennat Hollande et que rien n'a changé. En réalité, la politique aujourd'hui menée par l'exécutif s'inscrit dans la droite ligne de celle menée depuis plus de 10 ans, et encore, je suis courte dans le temps, à savoir baisser le prix du travail, d'ailleurs on appelle ça le coût du travail, baisser les cotisations des entreprises, baisser l'impôt sur les sociétés, réduire la dépense publique et simplifier les normes et les formalités administratives. Ainsi, quand vous évoquez l'inefficacité des précédentes politiques économiques, c'est en réalité le propre bilan de votre politique que vous dénigrez. C'est là le bilan pour le moins mitigé que l'on peut d'ores et déjà dresser de la politique menée par ce gouvernement, en comprimant sans cesse la demande, en participant à la financiarisation de l'économie, en se refusant à investir plus massivement dans la transition écologique. On ne peut qu'anémier une croissance déjà bien faible. Car disons-le franchement, alors que vous répétez à satiété que votre gouvernement favorise le travail, c'est bien aux plus riches de nos compatriotes que bénéficient d'abord et avant tout toutes les largesses fiscales de votre action législative. Disant cela, je ne fais que reprendre à mon compte les récentes conclusions de l'Institut des politiques publiques, publiées jeudi dernier, et qui détaillent les mesures fiscales et sociales des 2 premiers budgets de l'ère Macron. Et le constat est accablant. Les effets cumulés des réformes menées en 2018 et celles que vous entendez mener en 2019 se traduisent certes par une hausse des revenus de près de 6%, mais pour à peine 1% de la population. Comme le résumait dans une formule Pierre Mendès France, gouverner c'est choisir, votre choix, celui de l'austérité, entérine une politique de complaisance à l'égard des ultra-riches. Je ne prendrai ici qu'un seul exemple, pour le moins éloquent, nous l'avons déjà évoqué, le CICE. Malgré une efficacité des plus limitées en termes de création d'emplois, le CICE grève lourdement le budget de l'État. Près de 20 milliards s'évaporent ainsi chaque année, principalement captés par les grandes entreprises. Mais dans ce PLF, la facture sera doublée. En plus des 20 milliards dus au titre de l'année précédente, c'est 20 milliards de recettes en moins pour le budget de l'État, avec la baisse pérenne des cotisations sociales. Et pourtant, cette politique ne résout en rien la crise que traverse notre pays. Le fameux institut que j'évoquais précédemment s'avère en effet incapable de démontrer que ces mesures, très concentrées sur les très hauts revenus, ont des effets incitatifs majeurs sur l'investissement et l'emploi. Nombreux sont en revanche les Françaises et les Français qui pâtissent des politiques d'austérité menées depuis près d'une décennie. En 2016, c'est près de 8 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 026 € par mois. Votre majorité, dans un souci de communication, se gargarise pour ce PLF 2019 d'une baisse de 6% sur la fiscalité des ménages. Mais comme il a été évoqué très clairement par mon collègue Éric Coquerel tout à l'heure, il faut relativiser ce chiffre. Il confond habilement des mesures déjà votées l'an dernier, portant par exemple sur la taxe d'habitation, et d'autres comme la baisse des cotisations sociales qui ne relèvent pas du projet de loi de finances, mais du PLFSS. À ce petit jeu, on doit dans ce cas corriger cette baisse des cotisations en y intégrant en même temps la coupe drastique faite dans les prestations sociales. La rigueur budgétaire pesera sur les APL, les pensions de retraite, les allocations familiales, les prestations d'invalidité, etc. Selon l'OFCE, cela ramène ces allègements non pas à 6 milliards, mais à 3,5 milliards. Et cela, alors que vous savez pertinemment que les prestations sociales, loin de coûter un pognon de dingue, en laissant les gens pauvres, résorbent considérablement la fracture sociale qui traverse notre pays. Selon le ministère de la Santé, les prestations sociales permettent de contenir le taux de pauvreté à 14%, sans quoi
il tournerait actuellement à près de 22%, quasiment un quart de notre population qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Mais ça n'a l'air d'intéresser personne. Et si nous regardons du côté de l'allègement fiscal pour les entreprises, c'est la même logique qui préside à ce nouveau PLF. Une baisse de l'impôt sur les sociétés, certes modeste, 33% à 31%, mais qui ne toucherait que les bénéfices de plus de 500 000 € et dont l'impact sera donc nul pour les TPE-PME qui souffrent de la conjoncture économique. Alors que notre République se défait, que notre tissu social s'étiole, que les inégalités sociales explosent, votre gouvernement se voit dans l'obligation de procéder une fois de plus à des coupes sombres dans les différentes missions, abîmant peu à peu, un peu plus, on va dire, des services publics qui sont déjà très mal en point. Donc, en effet, je fais un pas déjà sur, la seconde partie de ce projet de loi, mais il s'agit quand même de le signifier. Donc, vous pourrez toujours pérorer sur les augmentations de crédits, mais c'est un tour de passe-passe qui ne prend en compte ni l'inflation, ni l'augmentation de la population, qui mécaniquement devrait entraîner une hausse des dépenses parce qu'il y a une hausse des besoins. Et il suffit de prendre la peine de regarder quelles sont les missions qui souffrent prioritairement de ce carcan austéritaire pour comprendre qu'une fois de plus, ce sont les classes populaires et moyennes qui seront la variable d'ajustement. Première mission à partir de cette saignée, la mission travail, justement, garante de notre cohésion sociale. Elle perdra 2 milliards entre 2018 et 2019. Cela signifie concrètement que vous poursuivrez la baisse du nombre de contrats aidés, pourtant actuellement indispensables. Un récent rapport sénatorial pointait du doigt l'impact très lourd pour les associations, les collectivités, mais aussi les EHPAD, de la suppression drastique du nombre de contrats aidés. Mais votre majorité s'attaque aussi au budget cohésion des territoires, en baisse de 8,4%, et qui comprend notamment le logement. Cela alors que vous venez d'entériner la loi Élan, qui sonne le glas de notre politique de logement social. Autre exemple qui témoigne de votre aveuglement idéologique, la baisse de près de 11% des crédits alloués à la mission agriculture. Et cela alors qu'un récent rapport du GIEC nous alerte sur les effets dramatiques du réchauffement climatique et que la transition écologique devrait représenter pour tous les groupes, quelles que soient nos nuances, un défi majeur, tant d'un point de vue de l'intérêt des agriculteurs que de la santé des consommateurs. Si vous pouviez, au début du quinquennat, farder vos discours d'un maquillage progressiste, il est un marqueur qui illustre à merveille cet entêtement à défaire notre État et nos services publics, supprimer encore et toujours plus de fonctionnaires. Vous vous apprêtez à supprimer 4 200 postes supplémentaires, soit 3 fois plus que l'année dernière. Pourtant, une autre politique budgétaire est possible, une politique de justice sociale et de répartition égale des richesses qui vise de plus à lutter contre le réchauffement climatique. Le barème d'imposition actuel ne fait que détruire à petit feu le consentement à l'impôt, surtout quand nos concitoyens constatent, affaire après affaire, que certains évitent de s'acquitter de leur participation à la nation en jouant avec les législations. Nous proposons, nous, de faire passer de 5 à 14 tranches d'imposition pour que ceux qui ont peu payent moins et ceux qui ont beaucoup payent plus. Nous redéposerons cet amendement. Parce que, contrairement à vous, nous pensons que la charge de la fiscalité ne doit pas reposer sur les plus précaires. Nous proposons d'exonérer de TVA l'usage domestique de l'eau. C'est en effet un axe politique. Et on est bien là pour faire de la politique et non pas de la comptabilité. De faire en sorte aussi que le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile bénéficie à ceux qui en ont vraiment besoin et non pas simplement aux puissants quand ils emploient un chauffeur. Le nouveau ministre de la Transition écologique se revendique du pragmatisme écologique. En voici. Loin des grands discours, nous vous offrons des actes concrets. Nous proposons de supprimer le remboursement du kérosène aérien à usage commercial, de supprimer la niche fiscale bénéficiant au transport routier, de supprimer la niche fiscale pour les propriétaires de pick-up, de baisser la TVA pour les transports publics de voyageurs. J'espère, du reste, que ce budget fera l'objet, une fois n'est pas coutume, d'un véritable débat démocratique et que l'opposition sera entendue et respectée.